Merci, thank you. Listening to the debate, I remain confused. And I remain confused as I have been with RED for about the last 5 or 6 years. Gilles, you said that RED offers an opportunity for transfer to people who live in the forest. If that's the motivation, forget about RED. Forget about RED if it is linked to carbon markets. People who play with carbon markets, financial service companies have shown, I think, very clearly that not more than with any other commodity market would be the percentage of money that arrives in a community if you use the carbon market. So if your intention is to get money to communities, to people who live in the forest, for RED as a market instrument will not function any better than any of the other commodity markets. Also, which people? People who live in the forest and who have maintained forests as they are will not qualify for RED as it is being discussed because they're not a threat to deforestation. If you want to give money to people who are a threat to deforestation, you introduce a lot of perverse incentives. There is no possibility to get that fix in the narrative of RED. So if your objective is to get money to people who live in the forest, RED will not get you there, no matter how much technical discussion you have. If RED is there to reduce emissions from deforestation, then be honest and open and say that cannot involve offsets because offsets do not reduce emissions. I can see 2 reasons why RED is of interest and continues to be of interest in the international debate. One is because it is a very convenient instrument for us in the industrialized countries to avoid discussion about the source of the 80% of emissions that matter, and that is fossil fuel emissions. It's very convenient and it is very functional for that. It blocks international negotiations and it's very simple to continue to do that. It also works very well for a northern consultancy industry because the very, very large amount of the money that is going to RED does not go to the south. But if it goes over to the south, it is quicker back into the north than we can even follow the money. So if your intention is money to the south, in the end, I don't care how you call it, but what I do care about is what you do. And when Cyril, you said, well, international negotiations are always very difficult and you can't do so much. The European Investment Bank is not bound by international negotiations and nonetheless is used as the financing instruments for what? Carbon counting. The KfW, German Development Bank, does what with the money that my government gives? Carbon counting initiatives. I'm sure if I talk to my French colleagues here, what happens with the French money? Carbon counting initiatives. So if you're serious about considering RED as an effective instrument, where is your creativity, where is your commitment to, outside the international dialogues, really put your money where you say your motivation is? To exploring the different ways that don't interfere with your negotiation, but that show, both to us and to people in the global south, that you are serious about really wanting to address deforestation and really wanting to strengthen people's rights. I don't see that. I hear it, but I don't see it. And that's why whatever you call it, I want to see it rather than hear the words. Mathias, vous voulez... I think there are, is it on? Yeah. I think there are 8.5 billion arguments that can be made that some countries at least are serious about cutting deforestation, whether that's for long-term gains in terms of not cutting their own emissions, but they have pledged and some people have mobilized some money. So yeah, maybe not everyone, but there is some motivation. Now I want to go back to, and I'll let you respond to that. I want to go back to the question that you asked first, whether we should simplify, fix RED or scrap it and start a new progress. And I speak from a political viewpoint. You know, 1992 Rio was a failure, the last of many failures to agree on a global deal to protect forests. My feeling is that the trust at the international level, the political capital to sort out climate change and to sort out deforestation is at an historical minimum. I don't think RED will fix
deforestation personally, but it's my personal opinion. What it could do, it could kickstart those issues, those problems, those public policies issues, including land tenure, etc., that have a much broader impact than the carbon market itself. Now, should we do it through RED or through another mechanism? Doesn't really matter as long as we do it. We should do it through RED, I say, because if we fail RED, I don't think there will be any space anytime soon to agree on anything else. So I agree that there shouldn't be RED at any cost, but I disagree that there should not be RED at all. Oui, donc point de vue intéressant pour vous. Effectivement, RED existe, c'est un cadre. Casser l'instrument, on peut s'en servir, si je comprends bien Mathia, dans une logique publique d'investissement et de faire des politiques no regret, mais pas des politiques de sécurité alimentaire, land tenure, etc., investissement. Mais faire disparaître l'instrument, peut-être on risquerait peut-être de rater la dernière fenêtre qui permet de concentrer l'attention internationale sur les forêts. Est-ce que je résume bien votre pensée? J'espère. Moïse Tsayeb, Université du Maine. Alors, je voudrais faire un commentaire sur les recommandations, en particulier la recommandation 3, qui suggère aux pays en développement de respecter le principe des responsabilités communes. Alors, je trouve que cette recommandation oublie un peu la dimension géopolitique, dans la mesure où les pays en développement, en tout cas si ces pays lisent cette recommandation, ça les conforte dans leur position, puisque ces pays ont réussi, je trouve, de manière stratégique, de manière diplomatique, à transformer ce principe en responsabilité historique des pays développés. Donc ça les conforte dans l'idée qu'ils ne doivent rien faire, c'est la faute des pays développés, c'est aux pays développés de faire le nécessaire, y compris sur le plan financier. Donc je pense qu'on devrait plutôt réfléchir à redéfinir, à clarifier, à actualiser ce principe, y compris en revoyant la liste des pays non annexes 1. Je trouve discutable que des pays émergents comme la Chine ou l'Inde figurent toujours dans la liste des pays non annexes 1. Et donc voilà, je trouve que ça conforte ces pays dans ce marchandage. Et c'est en lien justement avec la question de l'aide publique au développement qui a été abordée plusieurs fois. Et là, je souhaitais juste avoir une clarification. Parce que d'après justement la Convention climat et le protocole de Kyoto, il me semble que les financements pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre doivent être déconnectés de l'aide publique au développement. Alors j'ai l'impression que RED est de plus en plus fondu dans l'aide publique au développement, de sorte que je me demande si les financements que l'Allemagne, la Norvège, l'Union européenne mettent dans RED, est-ce que ce ne sont pas des financements qui auraient pu être mis dans l'enveloppe de l'aide publique au développement. Et puis le deuxième commentaire sur l'approche RED. Hier, c'était assez focalisé sur les marchés. Ce matin, ça a été très diversifié avec les présentations qui ont été faites et qui ont montré une approche que je trouve assez pertinente et qui mériterait peut-être d'être davantage développée dans les recommandations. C'est l'approche territoriale de la RED. Ça amènerait à ne pas cibler, à ne pas se focaliser sur l'aspect carbone, et plutôt à considérer RED comme un outil, comme une politique qui s'intéresse à l'espace forestier. Et ça amènerait à prendre en compte, à traiter la question du foncier et des populations locales, des populations autochtones. Et sur ce point des populations autochtones aussi, je trouve que on les considère comme un tout. On a vu des exemples le matin, on parlait de collective title, comme si voilà, ces communautés aspirent uniquement au foncier collectif, au foncier communautaire. Je pense que la mondialisation, l'idéologie occidentale pénètre aussi ces communautés, de sorte que je pense que j'ai le sentiment qu'il y a aussi des revendications pour l'appropriation individuelle ou familiale. Donc si on pense que c'est en attribuant des terres collectives qu'on va régler le problème, je pense qu'il y a une demande aussi pour la propriété familiale ou individuelle qu'il faudrait peut-être prendre en compte. Oui, merci. Effectivement, la recommandation numéro 3, c'est bien le fait
de se situer sous responsabilité commune et différenciée, c'est bien le fait de dire on accepte le fait qu'il y a une dette écologique historique, mais ceci ne peut pas être effectivement un élément dans lequel les obligations qu'ont chaque pays de conserver leur patrimoine naturel pour le bien commun, ces obligations seraient marchandées et négociées. Commençons effectivement par faire la part du boulot, disons, y compris, que chacun fasse sa part du boulot. Les pays du Nord ont plus de travail à faire, bien évidemment, mais on ne peut pas effectivement avoir une négociation de dire si vous ne me payez pas, effectivement, je laisse mes écosystèmes se détruire et je convertis au palmier à huile. C'est quelque chose probablement que l'on a voulu mettre pour pouvoir effectivement éviter les phénomènes un peu de chantage écologique qui se posent. Je donne la parole d'abord à... Ok, allez-y. Je vous laisse la parole après. Thank you. I want to some conditions based on the Indonesian's experience. 5 from 10, the richest people in Indonesia is the owners of oil palm plantations, and the others is mining, the owners of mining. So if you look, there is a very strong, I mean, in the political context, how is the people's business on natural resources business. And like yesterday, I already mentioned that from our perspective, it's very important to rationalize the industry based on natural resources, like in Indonesia context. Rationalize is meaning scale and etc. Because how to rationalize this? Why is REDD is incompetent compete with the oil palm? Because like I said yesterday, too many incentives. I mean indirect incentive, like a cheap labor, a cheap land, and also timber from the forest in a land clearing, yeah? Very weak law enforcement, yeah? Very low the tax, and etc. So that is kind of what we say is improvement in the policy in the southern countries. Yeah? How to make it to rationalize that industry? Because if not, nobody will be interested to protect the forest. This is normal if we want to like a really, financial perspective. And related to the REDD, Friends of the Earth since beginning very strong against the REDD because the REDD, starting the initial, the original is the offset. Many protest against of it. And then trying to REDD as a place like a Golden Gate, putting land rights and etc. and etc. But the other side, we also disappointed because more and more there's resources to how to improve REDD. But also it's more bigger need to do outside of the REDD. The question is where is the resources? In terms of like civil society, to be honest, I'm feeling lonely now in Indonesia. Because most of the NGOs talking about that. But also this how is governments actually play. I mean government is not only Indonesian governments, but also like a European governments. All of the money you must dealing with the REDD. If not, you will be alone in outside. Yeah? Also, that's kind also is important how we see from the resources perspective. We are talking REDD and outside of the REDD. When we realize there's not enough, we are only talking the REDD when we are dealing with the deforestations and degradation. So this also is important for us to rethinking about how we put our resources. I mean, not only from the government's context, but also from civil society context, and also from academia and research institutions. And that's my on s'achemine vers la fin. Je vais donner la parole à Thomas Sambrès. Je voulais revenir sur la discussion. Est-ce qu'il faut sauver le soldat REDD ou est-ce qu'il faut penser à un nouveau mécanisme? Je tendrais à soutenir le point de vue de Mattia que ce serait dommage de s'arrêter à ce stade. En fait, on n'est pas rentré encore dans la plupart des pays dans des phases d'investissement, on est juste dans des phases de préparation.
Et donc on a simplement 4 années de recul sur la plupart des processus. Qu'est-ce que c'est 4 années dans cette ambition énorme de lutter contre la déforestation? On a 20 ans de FSC, pourtant il ne m'a pas semblé aujourd'hui qu'on ait eu les mêmes types de débats sur une initiative qui a beaucoup plus d'ampleur, historique en tout cas. Donc je trouverais dommage de s'arrêter en chemin. De plus, ce que je voulais ajouter, c'est que il y a une intervention qui a été faite tout à l'heure sur l'agriculture et la place de l'agriculture dans toutes ces stratégies. Il me semble qu'on n'a pas aujourd'hui d'alternative de cette échelle pour justement canaliser des investissements qui vont pouvoir diffuser ces techniques aujourd'hui connues d'intensification écologique de l'agriculture, l'association des cultures, la rotation des cultures, l'agroforesterie. Moi, ça ne me dérange pas trop qu'un certain nombre d'initiatives, l'ICRA par exemple, s'associe à RED, si c'est des choses qui peuvent permettre d'aller plus vite à l'échelle. Dernier commentaire sur le lien avec FLECT. Je pense effectivement que c'est une extension utile qui serait intéressante pour RED, la connexion avec les mesures de demande. Simplement, il ne faut pas être naïf sur la complexité et les coûts d'un tel mécanisme et le fait que ça implique des coûts de transaction énormes au niveau des pays. Donc il faut penser aussi à ces aspects-là. Pour essayer de répondre aussi à la question faut-il abandonner RED ou pas, moi je pense que la responsabilité des arènes scientifiques, de la société civile, c'est de documenter sur un certain nombre de faits, des scénarios possibles pour informer les politiques. Donc prenons la responsabilité face à cette question de faire 2 ou 3 ou 4 scénarios sur la déforestation à l'horizon 2030, puisque c'est un peu des horizons qu'on s'est fixés 2020 puis 2030 pour stopper la déforestation, comment on y parvient, avec RED, sans RED, je pense que c'est un vrai sujet. Enfin là, ne tournons pas autour du pot. Qu'est-ce qu'on va arriver en gardant RED, même si on reconnaît que c'est un outil qui a des limites, et à quoi va-t-on arriver si on abandonne RED, quelles conséquences ça a, quels autres outils et quels autres moyens de générer un certain nombre de flux et d'engagement politique on a sans cela. Donc ça c'est une vraie question, il faut y répondre sérieusement et je pense que les politiques écouteront, bien évidemment. Voilà. Alors, il y a encore... Alexandra Langlais n'a pas encore parlé, je crois, donc je vais te donner la parole. Oui, moi je vous réveille à la fin, je suis désolée. Je ne suis pas spécialiste de RED et c'est pour ça que je vais avoir peut-être une réaction un petit peu décalée. Je pense qu'il y a aussi une responsabilité à avoir par rapport à l'exemplarité de la politique en matière de changement climatique à l'égard des autres politiques. Et du coup, tous les instruments tels que RED sont observés, je dirais, à la loupe par rapport à des politiques de changement, d'autres politiques de changement global, telles que, je pense en particulier à la biodiversité, où là, au moins dans le discours, cette exemplarité se traduit au niveau de l'Union européenne, où on doit mettre la politique de la biodiversité au même rang que la politique du changement climatique, on utilise les mêmes outils, et on voit bien que cette exemplarité est vraiment un point essentiel, à mon sens, et sur lequel il faut être très très prudent. Donc voilà. Merci Alexandra. Bon, écoutez, je pense qu'on va essayer de conclure. Ce qui est clair, c'est que bon, c'est un mécanisme RED. Nous voyons bien l'ensemble de ces problèmes, l'ensemble de ces dysfonctionnements. Le sentiment que j'ai, c'est que il n'y a plus beaucoup de monde qui pense que un mécanisme RED articulé autour du marché du carbone va apporter les solutions. Qu'on soit d'accord ou non avec un certain nombre, disons, de propositions et d'affirmations, disons, extrêmement radicales et de ruptures qui ont été faites dans l'atelier par nos collègues, par Simone par exemple, etc. Je pense qu'il faut avoir absolument ça en tête, c'est-à-dire que même si on pense qu'il y a des blocages, effectivement qu'il y a un certain nombre de blocages sociologiques,
très clair sur les modes de consommation, sur la capacité effectivement aux gens de demander de changer leur comportement de manière radicale, on doit prendre en compte le fait que ce qui est dit est absolument juste. Nous sommes dans des considérations dans lesquelles on ne peut pas faire abstraction des effets de système, des effets de déplacement de chaînes de valeur, des effets, disons, des effets des modes de consommation, mais on peut parler aussi de la démographie, des conséquences de l'exclusion, de l'exclusion effectivement du fait que les populations n'aient pas des droits fonciers sécurisés. Donc effectivement, nous sommes devant un problème effectivement qui est un problème global et qui probablement ne sera pas réparé par des instruments de type marché du carbone. Peut-être que quelqu'un y croit encore. Pas beaucoup. Sans doute ici. Oui, tu peux vas-y répondre. Pour arriver à sauver le marché du carbone, je sens à l'occupation. Mais simplement pour dire, attention, les gens autour de cette table ou dans cette salle disent ça, il y a d'autres personnes qui pensent autrement. Et je crois qu'un des absents ici, c'est le secteur privé. Probablement que si le secteur privé était là, il tiendrait un discours différent. Ça ne veut pas dire que c'est un bon discours. Ça veut dire que ça me paraît un peu rapide de dire bon bah voilà on est d'accord, c'est bon, marché du carbone, c'est terminé, personne n'en veut quoi. On va un indicateur, c'est que la plupart dans le secteur privé, toutes les banques sont en train de liquider leurs officines carbone à vitesse grand V, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de chômeurs aujourd'hui qui sont des traders du carbone. Le secteur privé passe très vite à autre chose. Quand il comprend que le carbone ne marche plus, aujourd'hui il est en train de faire un chiffre vers autre chose. Oui, c'est sur ce point-là, je pense pas que ça soit un discours. Je pense que ça peut avoir des effets dévastateurs de dire, comme on le soulignait tout à l'heure, il y a une dynamique qui est en cours dans pas mal de pays d'élaboration de stratégie nationale, tenter des choses au niveau de projet, monter des institutions, etc. Exclure une source de financement potentiel sans apporter de preuves que le financement viendra d'autres sources, comme par exemple tel ou tel type de taxe, ou financement public international, etc. Je pense que ça peut avoir des effets dévastateurs. Donc, je ne suis pas en train de faire un vibrant plaidoyer pour le marché du carbone. Tout ce que je dis, c'est qu'il vaut mieux pas dire non à cette source-là, sans être réellement capable de dire oui à telle et telle source, on va être capable de la mettre en œuvre, parce que ça peut avoir des effets dévastateurs en face. Oui, c'est-à-dire que ce qui peut avoir des effets dévastateurs, c'est bien la discussion, c'est de savoir de dire ce mécanisme, il faut sortir de ce mécanisme aujourd'hui RAID, parce qu'il faut l'abandonner. C'est ce que disait Mathias, si aujourd'hui on décide de dire on l'abandonne, est-ce qu'on sera capable de remobiliser des financements et d'avoir les dynamiques telles que nous l'avons aujourd'hui? Maintenant, c'est probablement un point de désaccord. La question c'est de savoir, c'est de savoir qu'en fait dans le débat, disons, on est bien quand même devant une opposition qui reste malgré tout une opposition cardinale de ce point de vue, entre est-ce que le carbone va nous apporter l'ensemble à la fois de l'efficacité et des co-bénéfices que nous souhaitons, ou est-ce que finalement ce n'est pas la solution et que donc, en gros, est-ce qu'on peut vraiment dire les deux choses sont complémentaires? Ben, j'en suis pas sûr. Je suis pas du tout sûr, effectivement, qu'on puisse effectivement dire on va faire un peu de carbone, on va faire un peu d'offset, et puis on va faire aussi des politiques, etc., sécurité. Ça, c'est un débat. Ma position personnelle, c'est que je pense qu'il faut choisir, effectivement, dans ce débat. Alors, ok, voilà un des éléments disons, de désaccord, c'est que pour certains, ce sont des choses qui sont complémentaires, qui peuvent se compléter. Pour d'autres, ce sont des choses qui sont antagonistes. Je pense que c'est un des éléments de désaccord, en tout cas, qu'on a pu voir dans ce type de débat, très clairement. Oui, tu voulais dire... Oui, excusez-moi, moi je suis ami de l'INRA, je suis inactif, je suis à la retraite, donc je suis tout à fait en dehors de tout ça, mais j'ai écouté toutes ces 2 journées tout à fait intéressantes et passionnantes, et il me semble que d'un point de vue méthodologique, il nous manque des choses. D'une part, j'ai cru entendre tout à l'heure par le monsieur qui était derrière moi, l'histoire de l'agriculture européenne, c'est-à-dire qu'on a déboisé depuis le Moyen-Âge, et puis maintenant on se retrouve avec une autre dynamique. On a mis aussi récemment en place des mesures agri-environnementales qu'on aurait pu étudier, parce que c'est aussi un modèle qui n'est pas très loin, qui nous permet de faire des évaluations, enfin, en tout cas de tirer des leçons, enfin, d'apprendre. Et il me semble aussi que pendant ces 2 journées, on n'a pas parlé, mais pas du tout, des processus d'apprentissage que des mécanismes comme RAID ou comme PSE mettent en œuvre, mettent en route. Est-ce qu'on a des protocoles de compréhension, enfin d'analyse et de compréhension de ces processus d'apprentissage qui font que chacun va apprendre, à la fois les acteurs locaux, les communautés locales, les décideurs,
nationaux, internationaux et les chercheurs pour reposer les problèmes autrement à la lumière de ces expériences. Donc moi je pense que ça mériterait quand même une discussion. Ce processus, par exemple pour les PSE, il n'y a jamais eu autant de publications académiques sur les PSE, les chercheurs apprennent beaucoup du terrain. Et je pense qu'il y a des processus d'apprentissage qui se font dans les pays eux-mêmes sur l'évolution des PSE qui évoluent. Enfin, Émilie Coudel nous parlait de la manière dont les Brésiliens se sont appropriés effectivement ce RAID et les PSE, ce concept. Donc il y a des formes effectivement locales d'apprentissage, et des fois très différents d'ailleurs de ce qui était proposé initialement du type marché du carbone. Oui, Christian, tu veux prendre la parole? Vas-y, pardon. Juste, je m'excuse, mais non, pour revenir sur l'opposition dont tu parlais, je pense que par rapport au marché carbone, il faut quand même distinguer le mécanisme international et puis les mécanismes ensuite qui sont mis en place au niveau nationaux et du terrain. Je pense que ce sur quoi il y a clairement une divergence, c'est sur la possibilité des mécanismes carbone d'être un moyen d'opérer au niveau du développement local, comme ça se fait un peu sous la forme des projets privés. Après, sur le mécanisme international, on peut être pessimiste sur les possibilités de la négociation aboutir. Maintenant, si voilà, il y a une espèce d'accord international basé sur les résultats au niveau national qui alimente un fonds mondial qui ensuite sert à différentes choses, on peut garder cette perspective, disons. En tout cas, on peut continuer la négociation, même si on doute de son résultat, pour entretenir un certain espoir dans le système. Oui, je ne veux pas monopoliser la parole parce que je voudrais qu'on atterrisse sur des formes de conclusion. Mathia a une petite demande d'intervention. I'm really speaking a lot. I think it would be useful to, in the future, to think about RED in terms of what should we do within developing countries to solve deforestation, one question. How do we raise the money to support developing countries in implementing their measures, a different question. Now, carbon markets are wrong when they limit the freedom of governments and NGOs and local communities to develop these solutions. But without carbon markets, we might not even get to the stage where there is a political will to find those solutions. So the question will be, can we find something else other than the carbon market that can finance it? But also, mainly now, what do we need to do to resolve deforestation? L'une des questions qui se pose, c'est de savoir que justement si, par exemple, on a parlé quand même de deux instruments, RED et les PSE, souvent associés. À mon avis, à tort. Les instruments ont les mêmes logiques d'incitation, mais ce ne sont pas les mêmes choses. Si l'on sort, si on est dans un autre mode de financement de RED, et ça répond à la question de qu'est-ce qu'on fait localement. Ben, je pense que c'était l'intervention de Thomas Sambras a bien montré dans la RDC sur la stratégie nationale RDC. Bon, sera-t-elle mise en application, c'est un autre problème, c'est le problème des États défaillants. Mais en tout cas, on voit très très bien qu'il y a quelque chose d'autre qui peut reposer sur un principe d'incitation, qui peuvent être des instruments de type justement paiement pour services environnementaux, qui à ce moment-là ne seront certainement pas des instruments de marché, mais qui peuvent être ces fameux instruments, disons en tout cas, qui vont permettre peut-être de résoudre un certain nombre de problèmes localement, et qui peuvent être à la fois des instruments de conservation, des instruments d'investissement dans l'agriculture et dans finalement un certain nombre d'éléments territoriaux dont on parlait tout à l'heure. C'est bien effectivement une des perspectives, c'est une des perspectives en tout cas, qui est possible, qui est une perspective en tout cas que une architecture de RED non basée sur le marché du carbone permettrait de rendre beaucoup plus lisible. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de PSE carbone, on ne sait pas très bien si on est dans le marché, si ce sont les paysans qui vendent du carbone, ou si c'est quelque chose d'autre. Si on est dans une logique de dire, bah, écoutez, on se donne les moyens de mettre en place un système d'incitation pour les paysans, mais que cette incitation ça ne veut pas dire laisser les gens dans la pauvreté. La condition de l'acceptabilité, c'est de sortir les gens de la pauvreté, de construire les alternatives qui s'imposent pour effectivement qu'on puisse avoir des systèmes qui permettent de résoudre les problèmes de sécurité alimentaire et de respiration
des paysans à se développer. Je pense que là, on a un instrument qui est peut-être beaucoup plus intéressant et peut-être plus prometteur. L'un des problèmes, c'est que aujourd'hui, ceci est obscurci, c'est pas lisible, ces options sont rendues difficilement lisibles parce que c'est absolument associé à la question du marché du carbone. Et probablement, une autre architecture non carbone de RED permettrait effectivement de poser le débat parce que ce ne sont pas des systèmes, ce ne sont pas des silver bullets, ce ne sont pas des systèmes merveilleux. Il y a des tas de problèmes. Est-ce qu'une conservation désintéressée de la nature sera encore possible le jour où on va payer tout le monde pour éventuellement dire vous devez conserver. Bon, est-ce qu'on ne va pas déclencher des systèmes opportunistes en disant ah j'ai une zone humide ici, bah, si vous ne me payez pas, je vais mettre un champ de maïs dessus. C'est effectivement ce genre de problème d'incitation perverse qui sont tout à fait possibles. Mais au moins, essayons de travailler sur peut-être sur cette catégorie d'instruments. Dissocions, on va essayer de dissocier ça de la question de RED du marché carbone. Je pense que là, on a un chantier, on n'a pas le même instrument, et c'est quelque chose qui serait en tout cas intéressant à faire. C'est pour ça que nous avons beaucoup parlé de RED, mais je voudrais qu'on parle aussi de ce type d'instrument. Oui. I don't think we can disassociate RED from the carbon markets. I think RED was created for being a carbon market instrument, a market-based instrument. I also think that if we learn a bit from what is in place, because a lot has been in place, we can see how, for example, the readiness phase, the World Bank and the UN RED and a lot of European developmental banks are doing in the South, is basically a structural adjustment program on forestry laws. So it is opening up the possibility to trade credits within our economies that before was not possible. So there is already implications to RED that we have to be aware of. These are changes that it is much more difficult to go back when a law has already been changed. In Peru, effectively since 2008, when the World Bank has started the Readiness Phase program, the government has stopped granting indigenous people's rights. Why? Because there is an incentive of having natural protected areas for carbon credits. There is an incentive for doing more palm oil plantations because this will generate carbon credits. We didn't have palm oil before. So we really need to look at not how can we dissociate RED from, it is not possible, it is not created for this. The actors behind RED are not looking for how to make a system for stopping or reducing deforestation. It is a system for getting in the market, as experience shows. Oui, c'est vrai. Au début, simplement, comme aujourd'hui, le marché du carbone se sont effondrés, on s'aperçoit que tous les gens qui font, y compris des projets RED, nous expliquent que finalement, on va essayer de faire appel au mécénat, on va essayer de vendre des paquets, on va essayer en tout cas de parier sur des paquets qui associent biodiversité et simplement, voilà, c'est un autre aspect. Alors est-ce que maintenant vraiment RED peut être autre chose? C'est une question qui reste ouverte. Je crois qu'on va maintenant essayer de s'arrêter sur les différents plans. Tu avais encore quelque chose à dire? Oui, vas-y. Juste très rapidement, qui que ce soit qui prétende planter des palmiers à huile et prétende que ça contribue à RED+, je pense qu'à l'évidence, l'acronyme RED+, n'appartient pas à ces gens-là. L'acronyme RED+, est plutôt défini dans les décisions de la Convention climat, qui établissent un certain nombre de choses. Après, il peut y avoir de la confusion, la désinformation, mais il faut quand même lire ce qui est marqué. En particulier, ça n'a jamais été marqué que le RED+, c'était un mécanisme de marché. Ce qui est marqué, c'est qu'il y a des phases préparatoires financées avec de l'argent public. Puis ensuite, il y a une phase d'incitation résultat qui se financée avec une combinaison d'argent public et de mécanismes de marché. Voilà. On peut s'en arrêter à ces faits-là et laisser chacun interpréter les choses comme il veut. Mais... Ce que tu dis, c'est que le jeu reste ouvert. Le jeu reste ouvert sur effectivement les décisions qui seront faites en matière de RED plus tard. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va rester sur cette idée que le jeu reste ouvert. Même si vous avez le droit de penser que le jeu est déjà fermé. Mais on va essayer de rester sur ce qui est marqué effectivement aujourd'hui dans la Convention. Là, je suis assez d'accord sur le fait que même si on sent bien qu'il y a des pressions très très fortes, pour l'instant, il n'a pas été gravé dans le marbre ou écrit que ça serait basé sur le marché du carbone. Et il y a quand même des grands acteurs comme le Brésil notamment qui, je lisais encore dans les conclusions de Bonn, qui disaient pour nous il est très clair que RED n'est pas à propos du marché du carbone.
Donc, et le Brésil n'est pas un acteur sans poids dans la négociation internationale, donc je pense qu'il faut effectivement prendre cet aspect. Ces recommandations, bon, on ne va pas ni les mettre au vote, etc. Je pense qu'il y a des éléments supplémentaires qui ont été soulevés. Christian a soulevé le problème du libre-échange de l'OMC, des règles de l'OMC. Il y a toute une discussion possible, parce que je pense personnellement qu'on n'utilise pas assez les clauses écologiques, les clauses environnementales qui sont dans l'OMC, qui permettent, même dans le système, de faire pas mal de choses, mais c'est vrai qu'on va peut-être réfléchir à cette question sur les règles de l'OMC, qui sont aussi un des points qui sont relativement importants. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet atelier. Ces recommandations, on va les transmettre. Alors d'abord par l'intermédiaire de Gilles, disons au ministère du développement. Je ne fais pas l'erreur d'un an. On va les transmettre par l'intermédiaire de Cyril au ministère des Affaires étrangères. Enfin lui-même en tant que négociateur français, donc est aux premières loges pour voir effectivement ce qu'il y a derrière. Et je pense qu'on va discuter avec le GRET, les Amis de la Terre, pour voir de quelle manière on peut utiliser ce document pour structurer un discours sur la question de la déforestation, sur ses liens avec l'intersectoriel, je pense, et sur le fait qu'on puisse bâtir probablement des politiques non-regrets. Alors qu'on appelle ça RAID ou pas, voilà. Est-ce qu'on a dit, en tout cas ce que nous avons dit là-dedans, c'est que, en tout cas il faut des virages stratégiques. Alors on utilise toujours le terme de RAID, mais on pense effectivement fondamentalement qu'on doit repenser un certain nombre de choses de fond en comble dans cette question, dans le principe de RAID, que ce soit autour des performances, les paiements de ces performances. Vous avez remarqué qu'on a soigneusement évité de parler du marché carbone dans ce document. C'est pour pouvoir effectivement faire en sorte que, même si nous avons des désaccords, et c'était un challenge d'organiser cet atelier, parce que bien évidemment, même avec les organisateurs, même entre les organisateurs, nous ne sommes pas toujours d'accord. Nous ne sommes pas toujours d'accord, mais on a quand même tenté le pari d'organiser, malgré nos différences d'appréciation. Souvent on a des accords sur le fond, mais on peut avoir des différences sur les méthodes, sur les discours, sur les manières de faire. On a tenté le pari de faire cet atelier et de voir si on était capable, on a pas mal négocié autour de ce papier, de ces recommandations, de faire des choses communes, c'est-à-dire qui nous permettent, sans nous déjuger les uns les autres dans nos principes, de dire on peut avoir une feuille de route commune là-dessus. D'où, pour nous, l'importance, c'est de dire, certes, vous ne vous retrouverez peut-être pas entièrement chacun dans ces recommandations. Voilà en tout cas ce que pourrait être la base disons, d'un certain nombre de compromis qui pourraient en tout cas peut-être impulser et peut-être inspirer notamment les négociateurs français, les négociateurs européens dans leur point de vue. Bien sûr, certains, je pense, beaucoup de collègues penseront qu'on n'est pas allé assez loin, mais bien sûr, je pense aussi qu'on n'est pas allé assez loin dans d'autres choses, mais après tout, c'est un exercice de compromis et je pense que c'est un outil de dialogue avec les politiques et c'est une contribution à la recherche de la société civile pour essayer de dire des choses au monde politique, au monde associatif, à la diplomatie. Et c'était un exercice que je considère relativement réussi parce que c'était pas simple, disons, comme vous l'avez compris, de faire venir dans une même enceinte et de faire dialoguer pendant 2 jours. Il y a encore beaucoup de monde encore dans cette salle, des gens qui ont des points de vue différents, des perspectives qui ne sont pas les mêmes. Je vais peut-être donner à mes collègues des Amis de la Terre et du GRET le dernier mot, et moi je vais me taire pour aujourd'hui. On voulait faire un petit mot de remerciement, bien entendu, puisque c'est non seulement d'usage, et c'est vrai que comme Alain l'a rappelé, c'est un atelier dont on n'a pas forcément l'habitude, c'était un nouvel exercice, et on espère que non seulement ça vous aura plu, ça aura été utile, donc on est vraiment preneur de vos retours. Par rapport aux recommandations, il y a sur l'adresse d'inscription colloque@amidaterre.org, vous pouvez envoyer si vous avez des choses à ajouter, puis on essaiera de faire un petit travail de synthèse. Voilà. Je voulais remercier évidemment les bénévoles qui nous ont aidés, qui vous ont accueillis, les collègues du GRET qui étaient là également.
les personnes qui sont occupées du son. Je ne me souviens pas du nom de la société, mais je vous ferai bien un peu de pub parce qu'ils nous ont prêté gratuitement la cabine. Challenge Partner, voilà, très bien. Bien entendu, nos traductrices qui, pareil, ont fait 2 traductions pour le prix d'une. C'est ça qui est fantastique, c'est qu'avec peu de financement, on arrive du coup à devoir déployer des trésors d'imagination. Merci à tous. Merci aux gens qui nous ont financés, l'Union européenne pour faire venir des intervenants, le ministère de l'écologie, à ceux qui ne nous ont pas financés pour nous forcer un peu à nous débrouiller, à tous les intervenants qui sont venus, parfois de très loin. Pensez bien compenser vos émissions de carbone, hein, s'il y a quelque chose à retenir, c'est ça aussi. Voilà, non, vraiment c'était un plaisir de vous accueillir. Merci à tous nos intervenants, en particulier encore une fois à Gilles et Cyril. C'était pas simple, c'était évident, c'était pas un traquenard, c'était. Mais c'était. Voilà, nous je pense que c'était vraiment très intéressant de vous avoir dans ce cadre un petit peu plus informel pour débattre. Merci à tous.